Bonjour. Cette vidéo appartient à une série de 4 vidéos consacrées à l'accompagnement des personnes confrontées à des problèmes de famille et d'enfants. L'autorité parentale, notamment mais pas seulement dans les ruptures de couple, les procédures de divorce, les conséquences du divorce sur les époux et l'obligation alimentaire intergénérationnelle. Cette série est basée sur une formation qui est dispensée depuis plus de 25 ans. Ce qui suit n'est autre que le support de formation PowerPoint sur lequel j'ai enregistré le cours en audio sans être filmé. C'est peut-être moins fun que les autres vidéos de la chaîne, mais comme dit, il s'agit d'une transposition de formation classique. Ces vidéos de formation se destinent à des professionnels de l'accompagnement social ou juridique, à des étudiants souhaitant mieux comprendre l'articulation de la théorie et de la pratique, et à des personnes directement concernées par ces problèmes et qui veulent en savoir plus que ce qu'ils peuvent généralement trouver sur Internet ou qu'un avocat ne leur dira, car son rôle n'est pas de leur dispenser une formation de plusieurs heures. Vous pouvez partager votre expérience, vos expériences en commentaire et même poser des questions. J'y répondrai en fonction de mes disponibilités, mais sans donner de conseils individuels qui relèvent uniquement de l'avocat. Mettez-vous à l'aise, prenez des notes, n'hésitez pas à mettre en pause et à revenir sur certaines parties. Bonne formation! Les spécificités du mariage, du pacs et du concubinage sont un sujet à part entière. Aussi, nous contenterons-nous de quelques indications relevant principalement des biens et du logement. D'abord, le partage des biens, que l'on soit ou non marié, ou que l'on soit héritier dans le cadre d'une succession, ne peut se faire dans de bonnes conditions que si on est d'accord. Ensuite, un contentieux sur le logement commun est parfois plus simple à régler dans un divorce que dans une autre forme de désunion, surtout si le couple est locataire et que le bail est aux deux noms. Car le juge peut temporairement attribuer la jouissance du logement à l'un des membres du couple, notamment en cas de violence, mais il ne peut durablement attribuer le droit au bail à l'un d'eux, car il n'y a pas de domicile conjugal hors du mariage. Le mariage, du moins civil, semble perdre de sa sacralité si on en juge par la simplification et l'accélération de sa dissolution, comme nous le voyons dans le volet de cette formation consacré aux procédures. D'aucuns diraient que l'infidélité est aussi douloureuse que l'on soit marié ou non, et que ce qui importe vraiment, c'est ce que le couple a en commun, les enfants bien sûr, et les biens. Si la rupture se passe dans de bonnes conditions, on pourrait même imaginer qu'une future réforme dispense le couple de passer devant le juge, peu importe qu'il soit ou non marié. Aujourd'hui déjà, un conflit sur les enfants peut être porté devant le juge aux affaires familiales, même pour des concubins ou des partenaires d'un pacs. Il en va de même pour le partage des biens, mais alors avec un avocat, dixit l'article 1136.1 du Code de procédure civile. Chronologie des effets du divorce. Rappelons que les effets du divorce sont déterminés par les parties dans une procédure par consentement mutuel dans le cadre d'une convention homologuée par le notaire et parfois par le juge, comme nous le voyons au volet de cette formation consacrée aux procédures. Évidemment, ces effets sont détaillés dans les diapos qui suivent et s'agissant des enfants, dans une formation spécifique. Voyons d'abord les effets possibles indépendamment ou avant la demande de divorce. La décharge de responsabilité fiscale. Elle peut être demandée à l'administration fiscale en cours de procédure ou avant, en cas d'abandon du domicile conjugal. Pour se prononcer, l'administration évalue le risque fiscal de celui qui effectue la démarche et sa qualité de bon contribuable. Changement de régime matrimonial. Cette démarche doit être motivée par l'intérêt de la famille. Elle se fait devant notaire, mais avec homologation du tribunal judiciaire en cas d'opposition d'un enfant majeur. Elle implique une liquidation du régime matrimonial précédent, ce qui peut être fort onéreux. Contribution aux charges du mariage. Chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage en fonction de ses ressources, que le couple vive ou non sous le même toit. À défaut, l'un des époux peut saisir le juge aux affaires familiales à cet effet, ce qui aboutit
si la demande est fondée, à une décision condamnant l'autre à payer une contribution. Notons qu'une telle condamnation constitue une faute dans le cadre d'un éventuel divorce, qui dans cette hypothèse de conflit porté devant un juge est assez vraisemblable. Saisine du juge concernant l'autorité parentale. À tout moment, les parents, mariés ou non, peuvent demander au juge de statuer sur le sort des enfants, qu'il s'agisse d'une mesure relevant de l'autorité parentale, par exemple si un parent s'oppose au choix de l'autre parent lorsque l'accord des deux est indispensable, ou d'organiser les relations parents-enfants en cas de séparation de fait, comme le ferait le juge dans le cadre d'un divorce. Cela mérite évidemment des explications bien plus approfondies, raison pour laquelle nous y consacrons une formation commune aux couples mariés et non mariés. Attribution temporaire de la jouissance du domicile, notamment en cas de divorce. Nous verrons qu'il y a deux fondements juridiques à cette mesure, dont l'une est directement liée à la violence au sein du couple. Nous verrons aussi que si la victime est mariée, elle devra entamer une procédure de divorce avant que ne cessent les effets de la mesure. Voyons maintenant ce qui prend effet à la date de la demande en divorce. Il s'agit pour l'essentiel de la dissolution du régime matrimonial. Pour schématiser, c'est au jour de la demande en divorce que les époux sous le régime de la communauté se retrouvent en quelque sorte sous celui de la séparation de biens. Nous verrons que cette dissolution peut parfois intervenir avant la demande en divorce. Nous verrons aussi que si le divorce est prononcé par consentement mutuel, la date de la dissolution est déterminée par les parties, ou à défaut, ce sera la date de l'homologation de la convention de divorce. Effet à la date de l'ordonnance d'orientation et de fixation des mesures provisoires. L'article 1117 du Code de procédure civile autorise le juge à indiquer la date à laquelle ces mesures prennent effet. Par exemple, la pension alimentaire pour les enfants pourra être due rétroactivement à la date de la demande en divorce. En sens inverse, le juge accorde généralement un délai pour quitter les lieux à celui qui n'obtient pas la jouissance du domicile familial. À défaut, c'est au jour de la signification de l'ordonnance par commissaire de justice que les mesures prennent effet, signification qui est de toute manière nécessaire pour faire exécuter l'ordonnance, notamment pour faire pratiquer un paiement direct ou une saisie d'une pension alimentaire. C'est aussi la signification qui fait courir le délai d'appel. Mais surtout, l'ordonnance d'orientation porte sur des mesures certes provisoires, mais souvent confirmées lors du jugement définitif, notamment en ce qui concerne les enfants. En cas d'appel de l'ordonnance, l'arrêt de la cour d'appel s'applique jusqu'au jugement définitif. L'ordonnance et l'arrêt sont donc provisoires. Effet en cours de procédure entre l'ordonnance et la décision finale. Il est possible de saisir le juge de la mise en état en cas d'éléments nouveaux significatifs. Dès l'audience d'orientation et jusqu'à la date de clôture, le juge peut ordonner une mesure d'enquête ou d'expertise, notamment sur les enfants ou la situation patrimoniale des époux. Effet à la date de signification du jugement de divorce. Comme pour l'ordonnance d'orientation, la signification du jugement de divorce fait courir le délai d'appel, avec toutefois une possibilité de désistement d'appel avant expiration du délai. Pour l'essentiel, le jugement de divorce signifié rend effectif l'ensemble des conséquences du divorce qui s'appliquent entre époux, sauf en cas d'appel. Effet du divorce en cas d'appel du jugement et de pourvoi en cassation. En cas d'appel du jugement de divorce, les mesures de l'ordonnance d'orientation continuent à s'appliquer. En cas d'appel général, le divorce ne peut être transcrit, de sorte que les époux ne sont pas divorcés. Il en va de même en cas de pourvoi en cassation. Effet à la date de transcription à l'état civil. Le divorce produit ses effets à l'égard des tiers et nous verrons que cela est loin d'être négligeable. Ultérieurement, sauf en consentement mutuel où tout doit être réglé en amont, le partage des biens peut intervenir après le prononcé du divorce. Le cas échéant, le juge peut être saisi avec avocat obligatoire. Après le divorce, il est aussi possible de saisir le juge, toujours via un avocat, en vue d'une modification touchant la prestation compensatoire.
Il en va de même pour tout ce qui concerne les enfants, en cas d'éléments nouveaux et significatifs. L'avocat est cette fois facultatif, mais généralement recommandé. Effet entre époux. Dissolution du régime matrimonial. L'article 262.1 du Code civil détermine quand le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, ce qui revient à déterminer la date à laquelle la communauté est dissoute pour l'avenir, mais sans que cela ne les dispense de liquider ce qu'ils ont déjà en commun. En matière de consentement mutuel, que ce soit devant le notaire ou le juge, la loi conforte la liberté des conventions de sorte que les époux peuvent déterminer la date de cette dissolution. Cela peut éviter d'avoir à compter les petites cuillères si les époux sont déjà séparés. À défaut d'indiquer la date, la dissolution interviendra avec le divorce. Dans les autres types de divorce, cette date est celle de la demande en divorce, et non comme avant 2021, celle de feu l'ordonnance de non-conciliation. Mais comme en matière de consentement mutuel, cela suppose que le divorce aille à son terme, sans quoi les biens acquis par chacun des époux tomberaient en communauté. Si l'un d'eux décède avant le prononcé du divorce, sa part reviendrait à ses héritiers, qui devra partager le tout avec le conjoint survivant. C'est pourquoi les banquiers et notaires ne sont en général pas très enthousiastes à l'idée d'acquérir un bien avant que la situation soit figée et définitive. Le même article 262.1 dit aussi qu'à la demande de l'un des époux, formulée dans le cadre de divorce et non ultérieurement, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Comme dans un divorce par consentement mutuel, cela peut éviter d'avoir à compter et partager les petites cuillères acquises depuis la séparation de fait. Sauf que ce ne sont pas forcément des petites cuillères. Si l'un des époux a acquis un bien de valeur, a fortiori un bien immobilier, avant la demande en divorce, l'autre a intérêt à ce qu'il tombe en communauté. C'est alors au juge d'apprécier s'ils ont vraiment mis radicalement fin à leur relation pour donner suite à cette demande de rétroaction. Effet à l'égard des tiers, paiement des dettes, pension de réversion. L'article 262 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Cela a notamment un effet sur les dettes et mérite au moins un préambule. Il résulte de l'article 220 du Code civil que les époux ne sont solidaires que des dettes contractées par l'un d'eux du temps du mariage pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, et ce, quel que soit le régime matrimonial. Nous sommes ici davantage dans le droit du mariage que dans celui du divorce, mais c'est souvent à l'occasion du divorce que les problèmes surgissent et que l'un des époux peut utiliser les possibilités offertes par la loi pour ne pas payer ou ne pas participer au paiement de la dette de l'autre, s'il s'agit bien de celle de l'autre, et non d'une dette commune. D'ailleurs, les époux doivent aussi avoir à l'esprit que les répartitions de dettes ne sont pas opposables aux créanciers. Si par exemple la convention ou le jugement de divorce indique que monsieur paiera le crédit sur les meubles, cela n'empêchera pas l'organisme de crédit de se retourner contre madame, à charge pour elle de se retourner ultérieurement contre son ex-mari. Le même article 220 exclut de la solidarité les coups de folie, ou plus prosaïquement, les engagements disproportionnés et inutiles au regard de la capacité financière du ménage, et même les emprunts et achats à crédit, sauf s'ils portent sur des sommes modestes et que l'achat est nécessaire aux besoins de la vie courante. Par exemple, il y a solidarité pour l'achat d'un réfrigérateur, sauf si au lieu d'être installé au domicile conjugal, il l'est au domicile de la maîtresse ou de l'amant. Mais il n'y a pas de solidarité pour le voyage d'agrément que c'est payé à crédit un conjoint ou pour la voiture de sport. Sauf évidemment consentement de l'autre, ce qui en pratique se vérifie par sa signature. Encore que, dans la plupart des cas, imiter la signature de l'autre n'empêche pas le créancier de faire comme si l'autre avait réellement signé, à charge pour un époux de déposer plainte contre l'autre pour faux et usage de faux en écriture privée. Nous avions dit
qu'au titre de l'article 262 du Code civil, le divorce ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à la date de sa transcription à l'état civil, une démarche généralement effectuée par l'avocat et dont il est souhaitable de s'assurer qu'elle a bien été faite. Cela aurait évité à un époux de payer plusieurs années d'impayés de loyer de son ex-conjoint, comme cela s'est réellement produit. En effet, le loyer du domicile familial est traditionnellement une dette emportant la solidarité du couple au titre de l'article 220. Quand bien même le droit au bail avait-il été concédé à l'un, le défaut de transcription fait que pour le bailleur, c'est toujours une dette du couple. Effet sur les pensions de réversion. Là aussi, c'est la date de la transcription et non celle du jugement qui est prise en compte. Notons qu'indépendamment du divorce, les critères d'obtention de la pension de réversion dépendent du régime de retraite, la première distinction se faisant entre le secteur privé, le secteur public et en son sein entre les fonctionnaires et les contractuels et parmi les fonctionnaires, ceux de la fonction publique État, ceux de la fonction publique territoriale et ceux de la fonction publique hospitalière. Dans le privé, il faut distinguer le régime général des régimes spéciaux, qui ont été partiellement abolis par plusieurs réformes, notamment en 2023, et le cas particulier de la retraite complémentaire. Globalement, dans le secteur privé, s'agissant du régime général, son versement est notamment conditionné par le fait d'avoir au moins 55 ans au décès du conjoint et de percevoir moins de 23 440 € environ par an pour les personnes seules, moins de 37 506 € par an environ si on vit en couple, marié ou non. Ce sont des plafonds au 1er janvier 2023. Dans la fonction publique, il n'y a pas de condition de ressources, mais la pension de réversion ne peut bénéficier à celui qui s'est remarié. Si le défunt s'était remarié, ses ex-conjoints pourront, en général, se partager la pension de réversion au prorata de la durée du mariage. D'autres critères peuvent entrer en ligne de compte, si bien qu'évaluer la pension de réversion relève du casse-tête qui donnerait la migraine à un expert comptable. C'est pourquoi les intéressés sont invités à s'adresser à leur caisse de retraite au singulier ou au pluriel. Partage des biens, effet du régime matrimonial. Le divorce entraîne toujours la dissolution du régime matrimonial. Mais même si les ex-époux font le choix de rester en indivision, par exemple pour garder des biens dont hériteront leurs enfants, il conviendra de déterminer le patrimoine de chacun d'eux après le partage. Or, celui-ci est impacté par le régime matrimonial. Dès l'assignation en divorce, le demandeur doit présenter un projet d'état liquidatif auquel l'autre partie répondra. En outre, le juge peut désigner dans l'ordonnance d'orientation un notaire et un expert de son choix pour déterminer le patrimoine des époux et celui de chacun d'eux après la liquidation du régime matrimonial, laquelle n'est pas une condition du prononcé du divorce, hors consentement mutuel, où tout doit être réglé avant. Le régime le plus fréquent est celui par défaut, le régime légal, auquel on est soumis par le seul fait du mariage, le régime de la communauté réduite aux acquets. Acquets comme acquisition, ce qui signifie que tout ce qui sera acquis, acheté depuis le jour du mariage appartiendra aux deux époux, peu importe au nom duquel est établi le titre de propriété ou la facture. Les biens ou sommes reçus dans le cadre d'une succession demeurent des biens propres et ne tombent pas dans la communauté. En revanche, si un des époux acquiert un bien avec l'argent qu'il a hérité, ce bien tombe en communauté, sauf s'il déclare au moment de l'achat qu'il s'agit de remploi de fonds propres. Par contrat de mariage, on peut aménager ce régime communautaire. Par exemple, les époux peuvent prévoir que certains biens acquis ne seront pas communs. Inversement, ils peuvent opter pour un régime de communauté universelle où tout, y compris ce que les époux avaient avant de se marier, leur est commun. Ce régime a perdu une grande partie de son intérêt lorsque furent abolis les droits de succession entre époux et partenaires d'un Pacs en 2007. Mais il est toujours le régime le plus protecteur des époux puisque la succession n'est ouverte qu'au décès du second d'entre eux. En revanche, la communauté universelle défavorise les enfants tant parce qu'ils n'hériteront qu'après le décès de leurs deux parents que parce qu'ils ne bénéficient que d'un seul abattement sur les droits de succession. À l'opposé, on trouve le régime de la séparation de biens, celui du chacun pour soi, comme si les époux étaient concubins.
Mais rien ne leur interdit d'acquérir des biens à leurs deux noms, en indivision. Deux mots enfin sur le régime de la participation aux acquêts, parfois utilisé pour échapper à ses créanciers, tout en se prémunissant des effets d'un éventuel divorce. Durant le mariage, les époux sont en séparation de biens, donc si l'un d'eux a contracté des dettes, les biens acquis au nom de son conjoint ne seront pas saisissables. Mais lors de la dissolution du régime matrimonial, tout est en quelque sorte mis dans un pot commun et partagé. Le partage des biens. Si cette formation se destinait à des juristes ou des étudiants de droit, nul doute qu'il faudrait se plonger pendant plusieurs heures dans les méandres du droit patrimonial, des régimes matrimoniaux, voire du droit fiscal. Pour un particulier ou un professionnel non juriste qui l'accompagne, comme un travailleur social ou médico-social, le message essentiel est d'une extrême simplicité. Mettez-vous d'accord. Nous irons bien entendu un peu plus loin dans l'explication. Mais cette invitation, cette supplique presque, est bien l'essentiel, que ce soit pour des époux qui divorcent, des concubins qui se séparent ou d'autres personnes ayant acquis des biens en indivision, et même pour des héritiers. Pour ces derniers, la loi permet de se passer de l'accord de tous pour effectuer certaines démarches, comme le ravalement d'un bien immobilier. L'accord des 2/3 suffit. Mais faute de polygamie ou de polyandrie, cette règle ne peut être appliquée aux époux. Et s'il faut réellement partager le gâteau, la règle des 2/3 ne s'applique pas davantage aux héritiers. Quand on est d'accord et que la solution retenue est finançable, tout est possible. À défaut, soit les choses restent en l'état, parfois jusqu'à la ruine de biens immobiliers, soit on applique ce beau principe de l'article 815 du Code civil, au titre duquel nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Sauf que pour en sortir de force, on passe par une procédure judiciaire longue, éprouvante et coûteuse, dont l'issue risque fort d'être une vente sur adjudication aux enchères. Si le bien est un appartement de standing sur une prestigieuse avenue d'une grande ville, il n'y a pas de grande crainte à avoir sur le prix de vente. Mais dans un autre cas, a fortiori, s'il s'agit d'un pavillon dans une localité mal desservie par les transports en commun, il risque d'être bradé pour le tiers ou le quart de sa valeur. Nous verrons un peu plus loin que si les époux sont propriétaires du domicile familial, le juge peut ordonner que celui qui restera dans les lieux durant la procédure versera à l'autre une indemnité d'occupation soldée au moment du partage. De même, une compensation devrait logiquement intervenir si un des époux rembourse seul un crédit immobilier. Mais en pratique, au moment du partage, c'est une discussion de marchand de tapis ou un bras de fer qui s'engage parfois, si bien que pour éviter le blocage ou la vente aux enchères, on peut être amené à renoncer à un dû, le manque à gagner en cas de vente judiciaire dépassant le montant d'une éventuelle indemnité. Il en va de même du principe de récompense. Si les époux en communauté sont propriétaires d'un bien, mais que des travaux somptueux ont été faits grâce au seul revenu ou héritage de l'un d'eux, enrichissant ainsi la communauté, il serait légitime qu'elle indemnise ce généreux conjoint, qu'elle le récompense, pour reprendre les termes de l'article 1433 du Code civil. Encore faut-il se mettre d'accord pour que le partage puisse se faire. Les choses sont généralement plus simples dans l'autre sens. Si par exemple j'étais propriétaire d'un terrain sur lequel la communauté a construit un château, il serait illégitime qu'elle n'en tire aucun bénéfice et que je récupère seul le terrain avec son château. La vente du bien commun. Il s'agit d'une solution simple et radicale, mais qui ne préserve pas le patrimoine familial. Le bien immobilier ne reviendra donc pas aux enfants. Si le bien constitue le logement familial, sa vente implique généralement un déménagement susceptible de perturber les enfants déjà en mal de repère, du fait du divorce de leurs parents. Le principal intérêt de vendre le bien commun avant d'engager une procédure de divorce est d'ordre matériel. Cela permet d'échapper au paiement des taxes et autres frais et honoraires liés au partage. Le rachat par un conjoint de la part de l'autre. Cette solution suppose que le conjoint acquéreur puisse financer son acquisition. L'établissement d'une convention d'indivision. Il s'agit d'un acte notarié au terme duquel les époux demeurent conjointement propriétaires du bien. En cas de désaccord, comme nous l'avons vu, soit s'érige un statu quo, soit on en arrive à une procédure et à une liquidation judiciaire. Attribution préférentielle
par le juge aux affaires familiales. Il peut advenir que dans le cadre de divorce ou ultérieurement, le juge procède au partage sans qu'il y ait liquidation judiciaire et donc vente des biens aux enchères le cas échéant. Il peut imposer une attribution préférentielle. Exemple, un brin simpliste. Monsieur et madame sont propriétaires d'un commerce et d'un bien immobilier ayant une valeur à peu près équivalente. Monsieur fait tourner le commerce et madame occupe le logement avec les enfants. Le juge peut attribuer le commerce à monsieur et le logement à madame, si l'un des époux fait une demande d'attribution préférentielle. Si le patrimoine ne permet pas d'équilibrer le partage, l'attribution peut aussi se faire contre une soulte, donc une somme d'argent payable immédiatement, sauf accord des époux. Si l'attribution préférentielle n'est pas plus répandue dans les divorces, c'est parce que le patrimoine de la majorité des Français se résume à leur résidence principale et à un véhicule, le tout souvent en cours de paiement. Enfin, le juge peut interférer sur le partage des biens en attribuant en pleine propriété ou en usufruit un bien à un conjoint à titre de prestation compensatoire, comme nous le voyons un peu plus loin. Le domicile familial, avant le divorce, l'ordonnance de protection en cas de violence. L'article 515-11 du Code civil permet au juge, lorsqu'il statue sur la résidence séparée des époux dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'attribuer provisoirement la jouissance du logement conjugal au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. En outre, les coûts de ce logement peuvent être mis à la charge du conjoint violent. La même règle s'applique pour les concubins et les partenaires d'un PACS. La mesure est prise pour une durée maximale de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance. Comme toutes les mesures relevant de l'ordonnance de protection, elle peut être prolongée au-delà si dans ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le domicile familial avant le divorce, l'attribution provisoire de la jouissance du logement à l'un des parents. L'article 373 2 9 1 du Code civil dispose que lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant, en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de 6 mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée à la demande de l'un ou l'autre des parents si durant ce délai, le tribunal a été saisi des opérations de liquidation-partage par la partie la plus diligente. Ces dispositions ne visent pas spécialement la violence, mais peuvent aussi s'appliquer à elle, en l'absence d'ordonnance de protection. Elles sont particulièrement importantes pour les couples non mariés, car dans un divorce, le juge attribue de toute manière à un des époux la jouissance du domicile conjugal à l'issue de l'audience d'orientation et de fixation des mesures provisoires. Pour une personne mariée, cette démarche peut néanmoins être considérée comme une étape sur le chemin du divorce. Le domicile familial, pendant le divorce. Le provisoire qui tend à devenir définitif. Nous avons traité ce point dans le volet de la formation consacré aux procédures, puisqu'il ne s'agit pas là d'une conséquence du divorce prononcé, mais d'un effet temporaire en cours de procédure. Néanmoins, rappelons quelques points essentiels. La décision du juge crée un précédent, surtout si les époux sont locataires. Même si durant la procédure, le juge attribue la jouissance du domicile, et que dans le jugement définitif, il statue sur le droit au bail, ce qui est autre chose. Celui qui a obtenu la jouissance pendant la procédure a toutes les chances de se voir attribuer le droit au bail en fin de procédure. Le provisoire qui devient définitif, sauf bien sûr élément nouveau, tout comme la situation de fait qui se transforme en situation de droit, est à prendre en compte par les époux, qu'il s'agisse du logement, mais également des enfants ou d'autres conséquences du divorce. Le domicile familial pendant le divorce, propriétaire, locataire, logement de fonction, liberté du juge.
Le juge est totalement libre de sa décision en matière d'attribution provisoire de la jouissance du domicile, mais si les époux ont des enfants et qu'il n'y a pas de résidence alternée, c'est généralement celui chez lequel les enfants résident qui a toutes les chances de l'obtenir. Encore faut-il évidemment que cette solution soit tenable, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque le loyer est très élevé, sans parler des situations ubuesques comme la jouissance du logement de fonction de l'un attribué à l'autre. Le juge n'a pas davantage à tenir compte de ce que le logement avait été attribué à l'un des époux dans le cadre d'un dispositif particulier comme Action Logement. Si les époux sont propriétaires, la question est de savoir si celui qui occupera le logement le fera à titre gratuit ou onéreux. Logiquement, si les époux ont des revenus similaires, celui qui reste dans les lieux devrait indemniser l'autre, sous forme d'une indemnité d'occupation correspondant environ à un demi-loyer, voire davantage, si celui qui s'en va est seul propriétaire du bien. L'indemnité sera soldée ultérieurement avec le partage des biens, et son montant peut être fixé par le juge ou d'un commun accord par les époux. Notamment en cas de forte disparité de revenus, le juge peut ordonner la jouissance gratuite du domicile comme alternative ou complément à une pension alimentaire que toucherait le conjoint le moins fortuné. Le logement familial après le divorce. Si les époux sont locataires du domicile familial, l'article 1751 du Code civil autorise le juge à apprécier souverainement les intérêts en présence pour attribuer le droit au bail à l'un d'eux. En pratique, c'est généralement l'époux chez lequel la résidence habituelle des enfants est fixée qui bénéficie du droit au bail, a fortiori s'il a déjà obtenu la jouissance du domicile durant la procédure. Le fait que son conjoint occupait les lieux avant le mariage ou que le bailleur soit son employeur ne lie pas le juge. Notons toutefois que le juge peut ordonner que l'époux obtenant la jouissance du domicile indemnise son conjoint, ce qui n'est pas très fréquent en pratique. À l'inverse de l'ordonnance fixant des mesures provisoires, le jugement définitif ne peut attribuer un logement de fonction à celui qui n'en est pas titulaire, l'article 1751 du Code civil mentionnant expressément le droit au bail. Si le logement familial est la propriété de l'un des époux, le juge pourra, comme il est dit à l'article 285.1 du Code civil, le concéder à bail à l'époux exerçant seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants et que ceux-ci résident avec lui. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. Le juge peut donc transformer les époux en bailleurs locataires et fixer le loyer si les intéressés ne parviennent à s'entendre sur ce point. L'ex-époux bailleur forcé ne peut donner congé pour vendre le bien, et s'il le vendait à vil prix dans de telles circonstances, l'acquéreur serait soumis aux mêmes contraintes. En revanche, si l'autre ex-époux et locataire ne respectait pas ses obligations, notamment payer son loyer, ses charges et assurer le logement, il s'exposerait à une résiliation du bail dans le cadre du droit commun des baux d'habitation. Mais hors ces hypothèses, le juge du bail reste le juge aux affaires familiales. Par exemple, si le locataire souhaite renouveler le bail ou si le bailleur veut le résilier au motif que la situation a évolué, par exemple si un ou plusieurs enfants ne résidaient plus avec son ex-conjoint. Si le domicile appartient aux deux époux, il conviendra d'en régler le sort dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Si un crédit immobilier est en cours, il faut distinguer les rapports entre époux, qui peuvent varier selon leur régime matrimonial, de ceux entre emprunteurs et prêteurs. S'agissant des rapports entre époux, si l'un est seul à rembourser le crédit après la dissolution du régime matrimonial, dont la date est variable comme nous l'avons vu, il pourra considérer cela comme une avance sur la liquidation de la communauté dans l'hypothèse la plus fréquente où les époux sont mariés sous le régime de la communauté. En d'autres termes, il peut demander à être remboursé de ce qu'il a payé pour et à la place de son conjoint, sauf si le juge a décidé que la prise en charge du crédit était une modalité du devoir de secours entre époux, comme le serait une pension alimentaire. Cette théorie se heurte toutefois au principe de réalité, car le partage des biens est souvent précédé d'âpres négociations. S'agissant des rapports avec le banquier, les époux sont généralement co-emprunteurs solidaires, quel que soit le régime matrimonial. Peu importe par conséquent qui rembourse, et en aucun cas,
la banque ne se satisferait d'un paiement partiel, par exemple si un époux paye ce qu'il considère comme sa part. La réponse de la banque risque alors d'être une procédure de saisie immobilière. La pension alimentaire entre époux. Visé à l'article 212 du Code civil, le devoir de secours entre époux prend généralement la forme d'une pension alimentaire, mais nous avons déjà vu qu'elle peut prendre d'autres formes, comme une jouissance gratuite du domicile conjugal dont les époux sont propriétaires, ou dont l'autre époux est seul propriétaire, ou du remboursement d'un emprunt immobilier consenti au couple. Ce devoir disparaît avec le prononcé du jugement de divorce. Cette pension alimentaire, comme ce qui peut s'y substituer, ne peut donc être due que durant la procédure de divorce. À l'image de la pension alimentaire pour les enfants, elle peut être révisée au gré de l'évolution des conditions qui ont conduit à sa fixation. Prestation compensatoire. Objet. Définie à l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire sert à compenser, autant que possible, une éventuelle disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Elle ne peut être reçue ou versée qu'à l'issue de la procédure, soit par décision du juge, soit par accord entre les époux si le divorce est prononcé par consentement mutuel. Même si l'institution du mariage a été affaiblie, notamment par la facilitation de sa dissolution, la prestation compensatoire reste un marqueur qui distingue le mariage du pax et a fortiori du concubinage, même dans le cadre d'un mariage sous le régime de la séparation de biens. Certes, on peut trouver quelques cas de condamnation de concubins ou partenaires du pax de verser des dommages-intérêts à l'autre après une rupture particulièrement brutale, mais les juges considèrent généralement que le type d'union est un choix de vie dont il faut assumer les conséquences. On peut voir cette prestation comme la survivance d'une époque où les femmes ne travaillaient pas et dépendaient économiquement de leur mari. En cas de divorce, celui-ci pouvait être amené à verser à son épouse un pactole soldant leur relation, qui avant l'année 2000 était souvent remplacée par une rente mensuelle quasi immuable, précisément parce qu'elle était un substitut au pactole dont la forme naturelle était et est toujours un capital. Aujourd'hui, le mariage ne peut en lui-même être considéré comme une rente viagère et le montant des prestations allouées en cas de divorce n'est plus ce qu'il fut naguère, a fortiori en cas de divorce précoce. La pension alimentaire pendant la procédure, au titre du devoir de secours, est de nature alimentaire, alors que la prestation compensatoire après le divorce est principalement de nature indemnitaire. Bien que leur fondement juridique soit différent, le fait d'avoir obtenu une pension crée un précédent qui peut en pratique faciliter l'obtention d'une prestation compensatoire. Prestation compensatoire, exception. Ce même article 270 prévoit une exception au droit à la prestation fondée sur l'iniquité qui peut avoir deux origines. D'abord, et cela va de soi, il n'y a pas lieu à prestation si les conditions, notamment économiques et patrimoniales, visées à l'article 271 et que nous allons passer en revue, ne sont pas remplies. Ensuite, quand bien même ces conditions seraient-elles remplies, la prestation peut être refusée si le divorce est prononcé pour faute au tort exclusif du conjoint qui la sollicite. Avant une loi de 2004, cette exception était la règle. Un divorce à ces torts exclusifs entraînait suppression du droit à la prestation compensatoire. Aujourd'hui, c'est une option que le juge peut prendre en compte, eu égard aux circonstances particulières de la rupture, comme il est dit à l'article 270. En gros, l'idée est que le conjoint qui s'est comporté comme un goujat est mal fondé à demander de l'argent lors du divorce. Prestation compensatoire, forme. La règle, le capital. L'article 270 toujours dispose que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Il peut être payé en moins d'un an avec une incitation fiscale ou sur une durée de 8 ans au plus avec indexation identique à celle des pensions alimentaires. Le débiteur peut aussi à tout moment solder le capital. Le capital peut aussi prendre la forme d'un abandon de biens en pleine propriété ou en usufruit, viager ou temporaire. En guise de somme d'argent, le bénéficiaire recevra donc un bien ou le droit de l'occuper ou de le louer. L'exception, la rente. Exceptionnellement,
Le juge peut fixer la prestation sous forme de rente viagère au bénéfice d'un conjoint âgé ou malade qui ne peut subvenir à ses besoins, nous dit l'article 276 du Code civil, ou panacher rente et capital. Notons qu'en cas de divorce par consentement mutuel, les époux déterminent librement le montant, la forme et les modalités de versement de la prestation. Une rente temporaire, viagère, un capital, un abandon de biens. Ils peuvent aussi prévoir un terme à son versement ou les conditions de sa révision, comme le remariage ou la retraite. Prestations compensatoires, critères. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Première remarque. L'article 271 fait référence aux besoins de l'époux et aux ressources de l'autre. Ainsi, si les ressources ne sont pas l'un des critères énumérés dans la suite de l'article, ils sont néanmoins un élément important au point qu'en pratique, il est bien plus probable d'obtenir une prestation compensatoire s'il existe une disparité de revenus significative entre les époux. Quant aux besoins du bénéficiaire, il ne s'agit pas de garantir qu'il conservera intact son train de vie après le divorce, mais il n'est pas exclu qu'un milliardaire verse une prestation compensatoire à un millionnaire, situation évidemment peu commune. Seconde remarque. La loi fait référence à l'évolution de la situation dans un avenir prévisible, ce qui semble de moins en moins légitime avec un taux de divorce qui s'approche de 50%, surtout dans les grandes villes, et un avenir de moins en moins prévisible. La loi voudrait que le juge ait une boule de cristal pour lire l'avenir, ce qui explique de considérables disparités dans l'évaluation de cette prestation. Après les pensions alimentaires pour les enfants, la prestation compensatoire pourrait faire l'objet d'une barémisation, que l'on évoque toutefois depuis longtemps, sans qu'elle ait vu le jour pour le moment. L'article 271 nous dit ensuite, à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage. Il n'y a pas pour le moment de barème, mais il sera plus facile d'obtenir une prestation a fortiori d'un montant significatif après 20 ans de mariage que si le divorce le dissout au bout de 2 ou 3 ans. L'âge et l'état de santé des époux. Il est plus facile de faire carrière ou d'être financièrement autonome si on est jeune et bien portant que vieux, senior doit-on dire, car vieux n'est pas politiquement correct, et malade. Leur qualification et leur situation professionnelle. Cela semble aller de soi. Mais s'agissant des qualifications, le diplôme universitaire n'est plus gage d'une bonne situation professionnelle. Sous cet angle, il vaut aujourd'hui mieux être plombier que bac+5 en sociologie, droit ou littérature. Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Si un conjoint a cessé de travailler pour s'occuper des enfants ou pour permettre à l'autre de faire carrière, ce sacrifice, en quelque sorte, se monnaie en termes de prestations compensatoires. Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Si le demandeur d'une prestation compensatoire a des revenus et un patrimoine modestes, mais qu'après le partage des biens, il sera largement à l'abri du besoin, sa demande en serait moins légitime. Toutefois, la liquidation du régime matrimonial peut intervenir très rapidement, comme elle peut traîner durant de longues années et parfois s'achever en justice, comme nous l'avons vu. Les intérêts respectifs des époux peuvent à cet égard être contraires, l'un étant pressé d'effectuer le partage alors que l'autre préfère faire traîner les choses. Cela nous renvoie à la boule de cristal que le juge n'a pas. Leurs droits existants et prévisibles. Les droits existants, c'est par exemple qu'un époux bénéficie du régime de sécurité sociale et de complémentaire de l'autre, et que cela prendra fin avec le divorce. Certains voudraient que l'on intègre les futures dévolutions successorales dans les droits prévisibles, sauf qu'il n'y a pas de pacte sur succession future, nous dit l'article 722 du Code civil. Leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé autant qu'il est possible la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée
pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au 6e alinéa. Le 6e alinéa, c'est celui qui fait référence au choix professionnel fait au bénéfice de la carrière de l'autre ou de l'éducation des enfants. Autant il est relativement facile d'évaluer les effets d'un défaut de cotisation durant certaines années, autant il est impossible, notamment si le couple est jeune, d'imaginer ce que seront les pensions de retraite et même le régime de retraite dans plusieurs décennies. Prestation compensatoire, révision. Si la prestation compensatoire prend la forme d'un capital, comme c'est généralement le cas, l'article 275 du Code civil dispose que le débiteur peut demander la révision de ses modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. Le juge pourra alors lui accorder un étalement du paiement de sa dette, à titre exceptionnel, même au-delà de 8 ans, sans que le montant du capital, initialement fixé, ne soit pour autant modifié. Cela s'explique par la nature forfaitaire de la prestation. Si le capital avait été versé sous forme d'un abandon de biens, les difficultés financières du débiteur ne lui permettraient évidemment pas de demander la restitution du bien. Le capital est donc dû, quand bien même la situation du bénéficiaire s'améliorerait-elle significativement. Si la prestation compensatoire est fixée sous forme de rente, ce qui est possible au bénéfice d'un conjoint âgé ou malade, ou sinon dans un divorce par consentement mutuel, ou encore si le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, l'article 276.3 du Code civil permet au juge de la réviser, la suspendre ou la supprimer en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ce n'est donc pas seulement la situation du débiteur qui est prise en compte, mais aussi celle du créancier, le bénéficiaire. À l'origine, une prestation payée sous forme de rente était presque aussi immuable que le capital, justement parce qu'elle en était finalement une modalité de paiement. Le débiteur devait quasiment être à la rue pour en obtenir la suspension. Aujourd'hui, le fait que même la situation du bénéficiaire puisse justifier une diminution, une suspension ou une suppression du versement donne à la prestation compensatoire, du moins lorsqu'elle est payée sous forme de rente, un petit côté alimentaire, alors que fondamentalement, elle est indemnitaire, comme nous l'avions déjà indiqué. Notons que toute demande de modification, quelle que soit la forme de la prestation, se fait devant le juge aux affaires familiales, mais avec un avocat. Prestation compensatoire, succession. La transmission aux héritiers de la prestation compensatoire est limitée à l'actif successoral, nous dit l'article 280 du Code civil. Cela évite d'avoir davantage à payer que ce que l'on perçoit du défunt. Si la dette ne peut être apurée, d'éventuels légataires, donc en cas de testament, seront également sollicités, mais là aussi dans la limite de ce qu'ils perçoivent chacun. Pour échapper au paiement de la prestation, les héritiers peuvent aussi renoncer à la succession. Mais quand bien même ne le feraient-ils pas, leur obligation à l'égard du bénéficiaire de la prestation, qui est le plus souvent un de leurs parents, rappelle celle d'un héritier acceptant la succession à concurrence de l'actif net. Avant 2005, la totalité de ce qui restait à payer au titre de la prestation compensatoire entrait dans la succession comme n'importe quelle dette. Le fardeau a donc été considérablement allégé, mais d'aucuns estiment qu'il faudrait aller plus loin en supprimant toute transmission successorale de la prestation compensatoire. Notons aussi que si la prestation compensatoire est versée sous forme de rente, elle sera convertie en capital lors du décès du débiteur, sauf si les héritiers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors du décès. Si la prestation était versée sous forme de rente viagère, la conversion sera faite sur la base d'un barème établi en fonction de l'espérance de vie. Par ailleurs, conformément à l'article 280-2 du Code civil, la pension de réversion versée à l'ex-conjoint est déduite de plein droit de la prestation compensatoire que les héritiers pourraient être amenés à verser. Cela aussi est de nature à alléger la charge des héritiers. L'usage du nom. Terminons par ce qui, en général, ne pose guère de difficultés. Encore que. L'article 264 du Code civil prévoit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. Néanmoins,
il est prévu la possibilité pour un conjoint de conserver l'usage du nom de l'autre, du moins jusqu'à un éventuel remariage, soit d'un commun accord entre époux, soit sur décision du juge si le conjoint qui le demande peut justifier d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Pour l'anecdote, notons qu'avant 2005, la loi prévoyait seulement que l'épouse pouvait conserver l'usage du nom de son mari. L'objectif du législateur n'avait pas été d'abolir une insupportable discrimination anti-masculine, mais d'homogénéiser la législation sur le nom, notamment avec la disparition du nom patrimonial remplacé par le nom de famille. Soulignons que depuis le 1er juillet 2022, le changement de nom de famille est encore plus facile, mais cela est un autre sujet. Enfin, s'agissant des bonnes raisons qu'invoquerait un époux pour conserver l'usage du nom de son désormais ex-conjoint, la première est traditionnellement liée à son travail, si par exemple l'intéressé exerce en profession libérale et que sa clientèle ne le connaît que sous le nom de son conjoint. Le juge peut-il imposer à un époux seul propriétaire du logement qui fut le domicile conjugal d'avoir comme locataire son ex-conjoint ? Oui, il le peut, et ce jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. Évidemment, si la situation change, notamment si les enfants ne résident plus avec le parent à l'ancien domicile familial, le juge peut être saisi pour résilier le bail. Si le logement familial est un logement de fonction du mari, le juge peut-il attribuer le bail à l'épouse ? La réponse est dans la question. Si c'est un logement de fonction, il n'y a pas de bail. En revanche, durant la procédure, qui peut durer quelques mois ou quelques années, l'un des époux bénéficie de la jouissance du domicile, peu importe son statut. En cas de violence conjugale, est-il possible de faire expulser le conjoint violent ? En tout cas, il est possible d'obtenir une ordonnance de protection dans laquelle le juge aux affaires familiales statue sur la jouissance temporaire du domicile conjugal. Ensuite, il est possible de faire expulser le conjoint violent et également de déposer plainte contre lui pour non-respect de l'ordonnance de protection et éventuellement coups et blessures. Dans son ordonnance de protection, le juge peut aussi prendre d'autres mesures d'éloignement et de protection. Le problème d'une éventuelle expulsion du violent, c'est que les mesures de l'ordonnance de protection ne sont en vigueur que 6 mois, éventuellement prorogées de la même durée si une procédure de divorce est engagée. Pour obtenir une prestation compensatoire, faut-il avoir été marié au moins 5 ans ? La durée du mariage est l'un des critères, mais cette durée n'est pas déterminée par la loi. C'est le juge qui apprécie, mais si le mariage n'a duré que 5 ans, voire moins, les autres critères visés par la loi n'en seront que plus importants. En tout cas, s'il y a prestation, son montant sera bien plus modeste que si le mariage avait duré bien plus longtemps. Si la prestation compensatoire est fixée sous forme d'un capital, est-il possible d'en obtenir la révision ? Le montant du capital n'est pas révisable, mais ses modalités de paiement peuvent l'être. Par exemple, si son versement a été étalé sur 5 ans, mais que le débiteur a perdu son emploi, il pourra solliciter du juge, mais avec avocat obligatoire, dans ce cas, un étalement sur une période plus longue. Que faire si un des époux imite la signature de l'autre, par exemple pour obtenir un crédit ? Comme la question est récurrente, il semblerait que la pratique ne soit pas si rare. La victime peut s'adresser au créancier, ici l'organisme de crédit, et lui envoyer copie de documents avec sa vraie signature si l'imitation est flagrante. Lors du divorce, elle pourra demander que cette dette soit mise à la charge du faussaire, mais sans oublier que le créancier n'est pas lié par une répartition des dettes communes entre époux. Si le créancier engage une procédure contre les 2 époux ou ex-époux, si entre-temps ils sont divorcés, le conjoint dont la signature a été usurpée peut demander au juge d'ordonner une mesure avant dire droit, en l'espèce une expertise en vérification des écritures. Mais le juge a parfaitement le droit de faire comme si la victime avait réellement signé et la condamner à payer. Elle pourra alors déposer plainte contre son conjoint ou ex-conjoint si la supercherie est retenue et lui demander de l'indemniser. Autant dire qu'il vaut mieux être divorcé avant d'envisager cette hypothèse. De là à en déduire qu'on peut allègrement imiter la signature de son conjoint pour obtenir un crédit, il y a un pas que nous ne franchirons pas, bien entendu. Notons enfin qu'en cas de fausse signature sur un chèque, on peut aussi mettre en cause la banque, a fortiori si l'imitation est grossière. Peut-on divorcer sans procéder au partage des biens ?
Dans un divorce par consentement mutuel, tout doit être réglé, et notamment la liquidation de la communauté. Mais cela n'entraîne pas nécessairement un partage effectif, les ex-époux pouvant choisir de faire devant notaire une convention d'indivision et de se retrouver dans la situation de deux personnes non mariées qui acquéreraient un bien ensemble. Quel est le coût de la liquidation de la communauté ? L'article 746 du Code général des impôts soumet le partage dans le cadre du divorce, de la séparation de corps ou de la rupture du Pacs à une taxe de 1,10% depuis le 1er janvier 2022. Pour le partage entre héritiers, c'est toujours 2,5%. Une exonération est accordée en cas d'aide juridictionnelle, par combinaison des articles 1090A et 748 du Code général des impôts et d'une réponse ministérielle du 10 juin 2010, au titre de laquelle l'exonération s'applique même si un seul des conjoints bénéficie de l'aide juridictionnelle. Si le partage porte sur un bien immobilier, il faut y ajouter les débours, notamment la rémunération du notaire. Prenons un exemple. Pour un bien valant 500 000 €, l'addition des émoluments du notaire, des droits de partage et de la TVA se monte à plus de 12 000 €, auxquels s'ajoute le conservateur des hypothèques, parfois un géomètre, voire des honoraires de conseil que pourrait demander le notaire s'il est sollicité en ce sens. Donc, quand on voit sur Internet des publicités d'avocats pour un divorce à l'amiable à 200 €, il ne faut pas se réjouir trop vite si l'on a des choses à partager, a fortiori de l'immobilier. Et il ne faut pas s'étonner que des époux pourtant d'accord sur tout renoncent au divorce par consentement mutuel pour retarder le partage. Cela explique aussi pourquoi on préfère souvent vendre le bien avant de divorcer. Le taux de 1,10% s'appliquera néanmoins sur le partage de la somme d'argent, mais le notaire sera facultatif. La convention de divorce prévoit que le mari paiera le crédit sur la voiture, mais il est parti avec la voiture sans rembourser le crédit contracté aux deux noms. L'organisme de crédit se retourne contre l'ex-épouse. Peut-elle s'y opposer ? Non. Elle peut essayer de le convaincre de se retourner contre lui, contre le mari, en lui indiquant son adresse et les coordonnées de son employeur. Mais le créancier n'est pas lié par la répartition des dettes entre époux, que cette répartition soit amiable ou judiciaire. Madame pourra ultérieurement se retourner contre son ex-mari, mais en pratique, c'est loin d'être évident, surtout s'il n'est pas solvable. Pour divorcer rapidement, un époux peut-il accepter n'importe quoi dans le cadre d'un consentement mutuel, puis saisir le juge pour demander une modification de ses effets ? Dans un divorce par consentement mutuel devant notaire, chacun a son avocat et le notaire doit vérifier que personne n'est lésé. Dans l'hypothèse où le divorce se déroule devant le juge, il peut y avoir un seul avocat pour les deux, mais le juge est censé exercer ce pouvoir de contrôle, ce qu'il fait surtout à l'égard des enfants. Mais même dans les autres types de divorce, comme le divorce accepté, il advient par exemple que l'épouse renonce à une prestation compensatoire alors qu'elle pourrait y prétendre, en considérant qu'il s'agit en quelque sorte du prix du divorce. Une fois que le divorce est définitif, le juge ne pourra pas ordonner une prestation compensatoire si cela n'avait été fait. Mais même pour ce qui est modifiable, comme les modalités de versement de la prestation, le droit au bail et bien sûr le sort des enfants, ce serait une erreur de croire que parce que ces conséquences du divorce résultent d'un consentement mutuel, il serait plus facile de les modifier que si elles étaient imposées par le juge. C'est même le contraire. Quel que fût le type de divorce, seul un élément nouveau et significatif peut justifier une procédure modificative.